Au cœur de la prestigieuse place Vendôme, là où l'élégance parisienne règne en maître, un homme en costume froissé pousse la porte d'une des plus célèbres joailleries de France. Ce qu'il s'apprête à vivre va bouleverser à jamais les certitudes de ceux qui croient que l'apparence révèle tout de l'âme. Car parfois, derrière la modestie se cache une puissance que nul ne soupçonne. Avant de découvrir cette histoire qui questionnera vos propres préjugés sur les apparences, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Parce que les leçons les plus profondes se révèlent souvent dans les situations les plus inattendues. Marcel Dubois ajusta discrètement le col de sa veste de tweed usée avant de pousser la porte vitrée de la maison Cartier-Rousseau. À 58 ans, cet homme aux cheveux grisonnants et aux mains tachées par le travail manuel ne payait pas de mine au milieu de l'opulence feutrée de la place Vendôme. Ses chaussures de cuir, bien que cirées, trahissaient des années de marche sur les pavés parisiens. Et son pantalon de velours côtelé contrastait cruellement avec les costumes 3 pièces des clients habituels. La joaillerie Cartier-Rousseau représentait le summum du luxe français depuis 1847. Ses vitrines étincelaient de diamants, d'émeraudes et de saphirs qui valaient plus que des appartements entiers dans les beaux quartiers. Les dorures à la feuille d'or, les velours pourpres et les miroirs biseautés créaient une atmosphère d'exception où chaque détail respirait l'excellence et la tradition. Marcel s'arrêta quelques instants devant un présentoir où trônait un collier de perles de Tahiti. Ses yeux, d'un bleu délavé comme un ciel d'automne, se plissèrent légèrement. Il sortit de sa poche intérieure une enveloppe froissée qu'il déplia avec précaution. À l'intérieur, une liste manuscrite énumérait plusieurs références précises. Collier Joséphine, perles de Tahiti, 12-15 millésimes, fermoir, or rose, 18 carats, référence CTR 1847 JP. Un vendeur en costume anthracite s'approcha, son regard balayant rapidement la tenue de Marcel. « Monsieur cherche quelque chose en particulier » demanda-t-il d'un ton neutre, professionnel, mais où perçait déjà une certaine réserve. « Bonjour » répondit Marcel avec un accent du sud-ouest qui détonnait dans ce temple du raffinement parisien. « J'aimerais voir le collier Joséphine, celui qui est dans la vitrine centrale. » Le vendeur, Thierry Delacroix, échangea un regard discret avec sa collègue. Ce type de demande était fréquent. Des curieux attirés par l'éclat des bijoux, mais sans aucun moyen de se les offrir. « Monsieur est-il déjà client de la maison » s'enquit-il poliment. « Non, pas encore. Mais j'ai des références précises. » Marcel tendit sa liste. « Je voudrais également voir la parure Duchesse en rubis Birmans et le bracelet Constellation. » Thierry jeta un coup d'œil à la liste et fronça les sourcils. Ces pièces représentaient une valeur totale dépassant les 2 millions d'euros. « Monsieur, ces bijoux nécessitent un rendez-vous particulier avec notre directrice. Ce sont des pièces d'exception qui ne sont pas pour n'importe qui, c'est ça ?» Marcel sourit doucement, sans amertume. « Je comprends. Pourriez-vous demander à Madame Moreau si elle peut me recevoir ?» L'utilisation du nom de famille de la directrice surprit Thierry. Valérie Moreau dirigeait la maison depuis 15 ans avec une poigne de fer et un sens aigu des convenances. Elle ne recevait que la clientèle la plus fortunée, celle qui figurait dans le bottin mondain ou les pages « People » des magazines de luxe. « Madame Moreau est très occupée aujourd'hui », répondit Thierry. « Peut-être pourriez-vous revenir avec un rendez-vous préalable ?» Marcel consulta sa montre, une vieille Lippe en acier qui jurait avec l'environnement. « J'ai fait 6 heures de train depuis Toulouse pour venir ici. Je repars ce soir. » Il marqua une pause. « Dites-lui simplement que c'est pour la collection automne de Madame Joséphine Rousseau. » Ces mots eurent l'effet d'une bombe. Joséphine Rousseau était la cofondatrice légendaire de la maison, morte en 1923, et sa collection personnelle était un mystère que les historiens du bijou tentaient d'élucider depuis des décennies. Thierry resta interdit quelques secondes avant de se reprendre. « Je vais voir ce que je peux faire », balbutia-t-il avant de disparaître vers les bureaux de direction. Marcel s'installa dans l'un des fauteuils Louis XV et observa le balai silencieux des autres clients. Une femme élégante en manteau Hermès examinait des bagues de fiançailles accompagnée d'un homme qui calculait visiblement le prix au carat. Un couple âgé discutait discrètement avec un expert qui leur présentait une broche art déco. Tous évoluaient dans ce monde, avec l'aisance de ceux pour qui le luxe était une évidence. 10 minutes plus tard, Thierry revint, l'air embarrassé. « Monsieur, Madame Moreau ne peut malheureusement pas vous recevoir aujourd'hui.
Ces rendez-vous sont complets jusqu'à la fin du mois. Marcel hocha lentement la tête. Je vois. Dans ce cas, pourriez-vous lui remettre ceci ? Il sortit de son portefeuille une carte de visite simple, presque spartiate. Marcel Dubois, conseil en acquisition d'art et patrimoine. Au dos, quelques lignes manuscrites. Collection Joséphine, pièces authentifiées, transactions confidentielles. Valérie Moreau examina la carte de visite d'un air dubitatif depuis son bureau au premier étage. À 45 ans, cette femme au chignon parfait et au tailleur Chanel incarnait l'élégance française dans ce qu'elle avait de plus rigide. Diplômée de HEC et fille d'un industriel lyonnais, elle dirigeait la maison Cartier-Rousseau avec une autorité que nul ne contestait. « Conseil en acquisition », murmura-t-elle, en tournant la carte entre ses doigts manucurés. Encore un de ces brocanteurs qui se prennent pour des experts. Son assistante, Clémentine, observait par la fenêtre Marcel qui patientait toujours dans le salon principal. « Il a l'air de s'y connaître, madame, il a cité des références très précises, et cette histoire de collection Joséphine, précisément, c'est louche. » Valérie se leva et se dirigea vers sa bibliothèque, où s'alignaient les catalogues d'expertise et les archives de la maison. N'importe qui peut trouver ces informations sur Internet aujourd'hui. Les faussaires sont de plus en plus sophistiqués. Que faisons-nous ? Nous allons le recevoir, mais brièvement. Je veux voir ce qu'il a à proposer et surtout à quel point il ose nous prendre pour des amateurs. Elles descendirent ensemble au rez-de-chaussée. Valérie balaya Marcel du regard, cataloguant mentalement chaque détail qui ne collait pas avec l'image d'un collectionneur sérieux. Sa démarche était trop assurée, son regard trop calme, et cette simplicité vestimentaire qui semblait assumée plutôt que subie la dérangeait. « Monsieur Dubois, je présume ?» Elle tendit une main ferme. « Valérie Moreau, directrice de la maison. J'ai peu de temps, mais Thierry m'a dit que vous aviez quelque chose d'intéressant concernant la collection Joséphine. » Marcel se leva et accepta la poignée de main. « Merci de me recevoir, Madame Moreau. Effectivement, j'ai en ma possession plusieurs pièces qui ont appartenu à Madame Rousseau. Des bijoux qu'elle avait gardés pour sa collection personnelle et qui n'ont jamais été commercialisés. » « Vraiment ?» Le ton de Valérie était empreint d'un scepticisme poli. « Et comment ces pièces seraient-elles arrivées entre vos mains ?»« Succession familiale. Ma grand-mère était femme de chambre chez les Rousseau dans les années 1920. Joséphine lui avait légué quelques bijoux avant sa mort. » Marcel sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu marine. Ceci, par exemple, il ouvrit délicatement l'écrin, révélant une broche en forme de libellule. Les ailes étaient serties de diamants et d'émeraudes, selon la technique du serti invisible caractéristique de la maison Cartier-Rousseau. Le travail était d'une finesse extraordinaire, et même à l'œil nu, on devinait la qualité exceptionnelle des pierres. Valérie sentit son cœur s'accélérer. Cette broche correspondait exactement aux descriptions qu'elle avait lues dans les archives privées de Joséphine. Mais elle ne pouvait pas le montrer. « C'est du beau travail », concéda-t-elle. Mais vous comprenez que nous recevons régulièrement des propositions de bijoux prétendument historiques, sans provenance certifiée et expertise approfondie. Bien sûr, c'est pourquoi j'ai apporté ceci également. Marcel sortit une enveloppe scellée, le certificat d'authenticité établi par Maître Dupont, le notaire de la famille Rousseau en 1924. Plus la correspondance entre ma grand-mère et Joséphine concernant ce legs. L'assurance tranquille de cet homme commençait à agacer profondément Valérie. Elle avait l'habitude de traiter avec des intermédiaires nerveux, des héritiers dépassés ou des marchands obséquieux. Face à ce Marcel Dubois qui semblait maîtriser parfaitement ses dossiers, elle se sentait déstabilisée. « Monsieur Dubois, soyons francs. Cette maison existe depuis 1847. Nous avons vu passer tous les types d'escrocs imaginables. Vos documents peuvent être falsifiés, votre histoire inventée, et cette broche... » Elle désigna la libellule. Pourrait être une reproduction moderne. Le sourire de Marcel ne vacilla pas. « Je comprends vos réticences. Dans ce métier, la prudence est mère de sûreté. » « Exactement. C'est pourquoi je vais être direct. » Valérie croisa les bras. « Votre apparence, monsieur Dubois, ne correspond pas à celle de nos interlocuteurs habituels. Les collectionneurs sérieux que nous côtoyons ont généralement un certain standing. » Un silence pesant s'installa. Thierry et Clémentine échangèrent des regards gênés. Plusieurs clients levèrent discrètement les yeux de leurs examens de bijoux. « Je vois.
répondit calmement Marcel. Et à quoi ressemble un collectionneur sérieux selon vous? Costume sur mesure, montre de prestige, voiture avec chauffeur, référence bancaire vérifiable, appartement dans le 16e arrondissement ou château en province. Valérie énumérait ces critères avec l'assurance de celle qui n'avait jamais été démentie. Pas un train depuis Toulouse et des vêtements de grande surface. Marcel hocha lentement la tête. Vous avez raison, Madame Moreau. Je ne corresponds effectivement pas à ces standards. L'admission de Marcel sembla rassurer Valérie. Elle avait l'habitude que ses interlocuteurs finissent par capituler face à son autorité naturelle. Pourtant, quelque chose dans le regard de cet homme la troublait. Il ne montrait ni humiliation ni colère, juste une forme de résignation paisible qui la dérangeait. « Écoutez, monsieur Dubois, reprit-elle d'un ton plus conciliant. Je ne cherche pas à vous blesser. Simplement, dans notre métier, nous devons être extrêmement vigilants. Trop d'escrocs tentent de nous flouer avec des histoires touchantes. Je comprends parfaitement. Marcel referma délicatement l'écrin de la libellule. Puis-je vous demander une faveur? Juste par acquis de conscience, pourriez-vous faire examiner cette pièce par votre expert? 5 minutes, pas plus. Valérie hésita. Au fond, elle mourait d'envie de connaître l'avis de François Martineau, leur gémologue maison, sur cette broche. Mais accepter reviendrait à accorder une crédibilité à cet homme qu'elle venait de rabrouer. Très bien, 5 minutes. Elle fit signe à Thierry. Appelez monsieur Martineau, s'il vous plaît. François Martineau descendit de son laboratoire quelques minutes plus tard. Âgé de 70 ans, ce petit homme aux lunettes épaisses était une légende dans le monde de la joaillerie. Formé chez Cartier dans les années 1970, il avait l'œil le plus sûr de Paris pour détecter les faux et authentifier les pièces historiques. « Qu'avons-nous là » demanda-t-il en s'approchant de la broche que Marcel lui tendait. Une libellule prétendument issue de la collection privée de Joséphine Rousseau, expliqua Valérie. Monsieur prétend tenir cette pièce de sa grand-mère. François chaussa sa loupe et examina la broche sous tous les angles. Son visage, d'abord neutre, se transforma progressivement. Ses sourcils se haussèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Il retourna la pièce, examina le système de fermeture, passa au scanner portable les pierres principales. « Madame Moreau, dit-il d'une voix blanche, pourriez-vous m'accompagner un instant ?» Ils s'éloignèrent vers un coin discret du salon. Marcel les observait sans anxiété apparente, comme s'il connaissait déjà le résultat de l'expertise. « Valérie, cette pièce est authentique, » chuchota François. « Ce n'est pas seulement du quartier Rousseau de 1920, c'est du Joséphine Rousseau elle-même. Regardez cette technique de sertie, ses proportions parfaites. Et les émeraudes sont des pierres exceptionnelles, probablement colombiennes, d'une qualité qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Vous en êtes certain? Absolument. Plus encore, je me souviens avoir vu cette pièce dans un catalogue d'exposition de 1987 sur les bijoux Art déco. Elle était référencée comme « localisation inconnue » dans les collections privées de Joséphine. François secoua la tête. « Madame Moreau, si cet homme possède d'autres pièces de cette qualité… » Valérie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda Marcel qui patientait calmement, et soudain son attitude détendue prit un sens différent. Ce n'était pas la résignation d'un imposteur démasqué, c'était la sérénité de quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'il possède. Elle revint vers lui, tentant de garder une contenance. « Monsieur Dubois, notre expert confirme l'authenticité de votre pièce. »« J'en suis ravi. » Marcel rangea la broche dans son écrin. « Dans ce cas, accepteriez-vous de voir les autres bijoux? J'en ai une dizaine au coffre de ma banque, pas très loin d'ici. » Les autres bijoux? La parure complète de Joséphine. Collier, boucles d'oreilles, bracelets, diadèmes, plus quelques pièces uniques qu'elle avait fait créer pour des occasions particulières. Marcel marqua une pause. L'estimation que j'ai fait faire l'année dernière chez Sotheby's évoquait un ensemble d'une valeur comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Le chiffre résonna dans la boutique comme un coup de tonnerre. Valérie sentit ses jambes faiblir. 15 millions d'euros. C'était plus que le chiffre d'affaires annuel de la maison. 20 millions? Répéta-t-elle d'une voix étranglée. Au minimum. Certaines pièces sont uniques au monde. Marcel consulta de nouveau sa montre. Mais comme vous l'avez souligné à juste titre, je ne corresponds pas aux standards de votre clientèle habituelle. Je vais plutôt m'adresser à Christie's ou Drouot pour organiser une vente aux enchères. « Non! Attendez !»
La réaction de Valérie fut si vive qu'elle surprit tout le monde, y compris elle-même. « Excusez-moi, je voulais dire… Nous pourrions peut-être envisager un arrangement. » Marcel la regarda avec un sourire énigmatique. « Un arrangement ? Une vente de gré à gré. Nous avons une clientèle internationale qui recherche ce type de pièces exceptionnelles. Nous pourrions servir d'intermédiaire pour la transaction. » « C'est généreux de votre part, Madame Moreau, mais j'ai peur que nos standards ne soient pas compatibles. » Il remit sa liste dans sa poche. « Bonne journée. » Il se dirigea vers la sortie d'un pas tranquille. Valérie le suivit des yeux, paralysée par l'ampleur de sa bévue. 20 millions d'euros venaient de franchir sa porte, et elle les avait laissés partir par pur snobisme. Si quelqu'un avait pu prédire qu'une simple discussion pouvait transformer un expert en joaillerie en novice confus, c'est bien cette histoire qui vous le prouvera. Marcel était presque arrivé à la porte quand son téléphone sonna. Il consulta l'écran et décrocha immédiatement. « Bonjour, monsieur Arnaud. Oui, je suis bien à Paris. Non, l'entretien chez Cartier-Rousseau ne s'est pas déroulé comme prévu. » Valérie tendit l'oreille malgré elle. « Bernard Arnault, le patron de LVMH ? Impossible, ce devait être un homonyme. Pourtant, la conversation se poursuivait avec des détails troublants sur des acquisitions d'art, des investissements en joaillerie et des projets d'exposition au Musée des Arts Décoratifs. Effectivement, nous allons probablement passer directement par Christie's. Oui, l'exposition sur les bijoux de la Belle Époque serait parfaite. D'accord, je vous rappelle ce soir depuis Toulouse. » Marcel raccrocha et remarqua que toute la boutique l'observait. Valérie avait le visage livide, Thierry et François échangèrent des regards stupéfaits, et même les clients suspendèrent leurs achats pour écouter. « Problème ?» demanda Marcel avec un sourire innocent. « Monsieur Dubois, balbutia Valérie, vous connaissez Bernard Arnault ? Nous collaborons occasionnellement sur des projets culturels. Bernard s'intéresse beaucoup au patrimoine français. » Marcel ajusta sa veste de tweed. « Pourquoi cette question ?» Valérie sentit la sueur perler sur son front. Si cet homme était vraiment en relation avec le géant du luxe français, son attitude méprisante prenait des proportions catastrophiques. LVMH était non seulement un concurrent direct, mais aussi un partenaire potentiel crucial pour de nombreuses opérations. « Rien d'important, mentit-elle. « Écoutez, monsieur Dubois, j'ai peut-être été un peu précipité dans mon jugement. » Précipité ? Ce que je veux dire, c'est que l'apparence peut parfois tromper et votre collection semble effectivement exceptionnelle. Marcel la regarda longuement. « Madame Moreau, puis-je vous poser une question personnelle ? » Oui, bien sûr. « Depuis combien de temps dirigez-vous cette maison ? » 15 ans. Et en 15 ans, combien de clients avez-vous jugé sur leur apparence avant de connaître leur patrimoine ? La question tomba comme un coup près. Valérie ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de répondre. Autour d'eux, le silence était devenu si pesant qu'on entendait le tic-tac de l'horloge ancienne. « Je vais vous raconter une histoire, » reprit Marcel. « Il y a 30 ans, j'étais ébéniste dans un petit village près de Toulouse. Je réparais des meubles pour 3 fois rien, je portais des bleus de travail et mes mains sentaient toujours le vernis et la cire. » Il marqua une pause, observant l'attention captivée de son auditoire. Un jour, une vieille dame m'a apporté un secrétaire abîmé. Elle m'a dit qu'il appartenait à sa famille depuis des générations, mais qu'elle n'avait plus les moyens de le faire restaurer par un professionnel. Elle m'offrait 50 francs pour le remettre en état. Valérie écoutait, fascinée malgré elle. J'ai passé 3 mois sur ce meuble. Le soir, après mon travail, je ponçais, je recollais, je patinais. Quand je le lui ai rendu, elle a pleuré. Elle m'a dit que personne n'avait jamais pris autant de soin de quelque chose qui lui appartenait. « Et alors ?» murmura Valérie. « Alors cette dame était la veuve d'un grand collectionneur parisien. Quand elle est morte 2 ans plus tard, elle m'a légué une partie de sa collection. Pas parce que j'étais riche ou bien habillé, mais parce que j'avais respecté son patrimoine. » Marcel sortit de sa poche un autre écrin, plus grand. Cette dame s'appelait Marguerite Rousseau. Elle était la petite nièce de Joséphine. L'effet fut saisissant. François manqua de s'étouffer. Thierry laissa tomber son stylo, et Valérie recula d'un pas comme si elle venait de voir un fantôme. Marguerite m'a tout raconté sur sa grand-tante. Les bijoux cachés dans le grenier familial, les lettres jamais envoyées, les créations secrètes que Joséphine gardait pour elle. Marcel ouvrit l'écrin, révélant un diadème d'une beauté à couper le souffle.
Elle m'a légué cette collection en me faisant promettre de la préserver et de la transmettre à des gens qui sauraient la respecter. Mon Dieu, chuchota François en s'approchant du diadème. C'est le diadème Aurore. Je n'ai vu cette pièce qu'en photo dans les archives de 1923. Marguerite m'a aussi enseigné quelque chose d'essentiel, continua Marcel. Que la vraie valeur d'un objet ne réside pas dans son prix, mais dans l'amour qu'on lui porte, et qu'on ne peut comprendre cette valeur qu'en regardant au-delà des apparences. Valérie sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas d'émotion, mais de rage contre elle-même. Elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière par pur aveuglement social. Marcel referma délicatement l'écrin du diadème et le rangea dans sa poche. Son geste était empreint d'une solennité qui contrastait avec la frivolité habituelle des transactions de luxe. Autour de lui, l'atmosphère de la boutique avait complètement changé. Les autres clients, témoins involontaires de cette scène extraordinaire, observaient Valérie avec un mélange de gêne et de curiosité. « Monsieur Dubois », tenta Valérie d'une voix mal assurée, « je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères. Mon comportement était... instructif ?» Marcel l'interrompit avec douceur. « Madame Moreau, vous n'avez fait qu'appliquer les codes de votre milieu. Vous n'êtes pas la première à juger sur l'apparence, et vous ne serez pas la dernière. Mais cela ne m'excuse pas. Une professionnelle de mon niveau n'aurait jamais dû... Permettez-moi de vous raconter autre chose. » Marcel s'approcha d'un fauteuil et s'assit avec l'aisance de quelqu'un qui prend son temps. « L'année dernière, j'ai voulu vendre une commode Louis XV chez un antiquaire parisien réputé. Même accueil, même regard méprisant. L'homme m'a proposé 5 000 € pour une pièce qui en valait 80 000. Valérie serra les poings. Cette histoire résonnait douloureusement avec la sienne. J'ai accepté sa proposition. « Quoi ?» François sursauta. « Vous avez vendu à perte ?» « J'ai vendu à cet homme-là, oui, parce qu'il avait besoin d'apprendre une leçon. » Marcel sourit. 3 mois plus tard, quand il a découvert la vraie valeur de la commode lors d'une expertise, il m'a rappelé. Il pleurait au téléphone, me suppliait de reprendre la différence. « Et vous avez accepté ?» « Non. Je lui ai dit que cette différence était le prix de l'humilité. Que désormais, il saurait regarder au-delà des apparences. » Marcel marqua une pause. Il m'a envoyé une lettre magnifique 6 mois plus tard. Il avait changé sa façon de recevoir les clients. Il remercierait cette commode de lui avoir ouvert les yeux. Valérie comprit où il voulait en venir. « Vous allez faire pareil avec moi ?»« Non, Madame Moreau, votre cas est différent. »« Différent comment ?» Marcel se leva et se dirigea vers la vitrine où étaient exposées les créations contemporaines de la maison. Il observa longuement un collier moderne, puis se retourna vers elle. « Parce que vous dirigez une institution historique. Cette maison porte le nom de Joséphine Rousseau, une femme qui a révolutionné la joaillerie française en sortant des codes établis. Elle créait pour des courtisanes autant que pour des duchesses, pour des bourgeoises autant que pour des aristocrates. » Il désigna les murs ornés de portraits anciens. « Regardez ces photos. Joséphine elle-même ne payait pas de mine. Petite, boulotte, toujours habillée simplement. Elle disait que l'élégance venait du cœur, pas du portefeuille. « Vous avez raison, » murmura Valérie. « J'ai trahi l'esprit même de cette maison. »« Pas trahi, oublié. » Marcel revint vers elle. « Et je vais vous aider à vous en souvenir. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Bernard, c'est Marcel. »« Oui, j'ai réfléchi à votre proposition pour l'exposition. Je pense que nous allons collaborer avec Cartier-Rousseau finalement. »« Non, tout va bien se passer. » Valérie écoutait, incrédule. Marcel était en train de lui offrir sur un plateau ce qu'elle venait de perdre par sa stupidité. Madame Moreau sera notre interlocutrice privilégiée. Oui, elle connaît parfaitement l'histoire de Joséphine. Parfait, nous organisons une rencontre la semaine prochaine. Il raccrocha et sourit à Valérie. Félicitations, madame. Vous venez de décrocher le contrat du siècle. LVMH souhaite organiser une exposition exceptionnelle sur les bijoux de Joséphine Rousseau au Grand Palais. Vous serez la commissaire artistique. Mais pourquoi? Après ce que j'ai fait? Parce que vous allez apprendre de cette expérience. Et parce que Joséphine aurait aimé cette idée de seconde chance. Marcel tendit la main vers elle. Marché conclu? Valérie serra sa main en tremblant. Monsieur Dubois, Marcel, je ne sais pas comment vous remercier. En ne recommençant jamais, en formant votre équipe différemment.
en vous souvenant que derrière chaque apparence se cache peut-être une histoire extraordinaire. François s'approcha, encore bouleversé par ce qu'il venait de vivre. « Monsieur Marcel, puis-je vous poser une question indiscrète ?»« Bien sûr. »« Votre train pour Toulouse, il part vraiment ce soir ?» Marcel éclata de rire. « Mon cher François, j'habite un appartement face au Louvre depuis 15 ans, mais j'aime beaucoup prendre le train. Ça me donne le temps de réfléchir. » Le lendemain matin, Valérie convoqua une réunion exceptionnelle avec tout le personnel de la maison Cartier-Rousseau. Dans la salle de conférence au décor feutré, une quinzaine d'employés étaient rassemblés, vendeurs, experts, administrateurs et même le personnel d'entretien. Cette mixité était inhabituelle dans une entreprise où la hiérarchie était habituellement très marquée. « Mes chers collaborateurs », commença Valérie, debout face à l'assemblée, « hier j'ai commis une erreur grave qui aurait pu coûter très cher à notre maison. Une erreur qui m'a fait réfléchir sur nos pratiques et nos valeurs. » Elle raconta l'histoire de Marcel sans omettre aucun détail de son comportement méprisant. L'auditoire écoutait avec un mélange de stupéfaction et de gêne. Certains reconnaissaient dans ce récit leur propre réflexe de jugement. « Thierry, » s'adressa-t-elle au vendeur principal, « soyez honnête. Combien de fois avez-vous préjugé un client sur son apparence ?» Thierry rougit. « Souvent, Madame Moreau. C'est vrai que nous avons tendance à prioriser selon l'allure des gens. »« Et toi, Amélie ?» demanda-t-elle à une jeune vendeuse. « As-tu déjà refusé de présenter une pièce coûteuse à quelqu'un qui ne te semblait pas avoir les moyens ?»« Oui, » avoua Amélie dans un murmure. « La semaine dernière, un monsieur en survêtement voulait voir des alliances. Je lui ai montré les modèles les moins chers automatiquement. Et s'il avait été milliardaire en tenue de sport, s'il avait voulu offrir un diamant de 10 carats à sa fiancée ?» Valérie laissa la question en suspens. Combien d'opportunités avons-nous manqué par nos préjugés ? François prit la parole. « Madame Moreau, si je puis me permettre, cette attitude ne concerne pas que notre maison. C'est tout le milieu du luxe qui fonctionne ainsi. Nous avons été formatés pour reconnaître les codes de la richesse. Justement, François, c'est exactement ce qu'il faut changer. » Valérie se dirigea vers le portrait de Joséphine Rousseau qui ornait le mur principal. Notre fondatrice a bâti cette maison sur des valeurs d'excellence et d'ouverture. Elle recevait tout le monde avec la même attention, de l'ouvrière qui économisait pour s'offrir une bague à la comtesse qui venait commander un diadème. Elle fit face à nouveau à son équipe. À partir d'aujourd'hui, nous instaurons de nouvelles règles. Primo, tout client qui franchit notre seuil sera accueilli avec le même respect, quelle que soit sa tenue. Secundo, aucun jugement ne sera porté sur la capacité d'achat d'une personne avant d'avoir écouté sa demande. Tertio, nous prendrons le temps d'écouter les histoires de nos clients, car derrière chaque achat se cache souvent une émotion. Clémentine leva timidement la main. Concrètement, comment fait-on pour ne plus avoir ces réflexes ? Excellente question. Nous allons organiser des formations, mais surtout, nous allons changer notre état d'esprit. Valérie sourit. Dorénavant, considérez que chaque personne qui entre ici pourrait être l'héritier d'une fortune cachée. Le génie discret qui a révolutionné sa profession. Ou simplement, quelqu'un dont l'histoire va vous émouvoir. « Et si c'est juste un curieux qui veut regarder sans acheter ?» demanda Thierry. « Alors nous l'accueillerons avec plaisir, qui sait. Peut-être reviendra-t-il plus tard avec les moyens de ses rêves. Ou peut-être parlera-t-il de notre accueil chaleureux à quelqu'un qui deviendra client. » La discussion se poursuivit pendant 1 heure. Chacun partageait ses expériences, ses doutes, ses anecdotes. Peu à peu, une dynamique nouvelle se dessinait dans l'équipe. « Une dernière chose », annonça Valérie en conclusion. « Marcel Dubois va devenir notre consultant pour l'exposition LVMH au Grand Palais. Ce projet représente une vitrine exceptionnelle pour notre maison. Mais surtout, c'est l'occasion de montrer que nous avons su évoluer. » Après la réunion, François s'attarda dans le bureau de Valérie. « Puis-je vous dire quelque chose en privé ? » ?»« Bien sûr. Hier, quand j'ai vu cette broche libellule, j'ai immédiatement su qu'elle était authentique. Mais j'ai attendu que vous me le demandiez pour intervenir. » Valérie le regarda, surprise. « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'avais peur. Peur de vous contredire devant un client. Peur de remettre en question votre autorité. » Le vieil homme baissa la tête. «
Si j'étais intervenu plus tôt, nous aurions évité cette humiliation. François, ce que je veux dire, c'est que le problème ne vient pas que de notre attitude envers les clients. Il vient aussi de nos relations internes. Si nous voulons vraiment changer, il faut que chacun se sente libre de s'exprimer, même pour contredire sa hiérarchie. Valérie médita ces paroles. François avait raison. Le changement devait être global, touchant toute la culture d'entreprise. Certaines leçons nous parviennent sous la forme la plus inattendue et nous rappellent que la vraie sagesse consiste à rester ouvert à ce que chaque rencontre peut nous apprendre. 3 semaines plus tard, la maison Cartier-Rousseau bruissait d'une activité inhabituelle. Dans la salle d'exposition privée, Marcel supervisait l'installation de la collection Joséphine en vue de la présentation officielle à Bernard Arnault et aux équipes de LVMH. Chaque bijou était disposé avec un soin méticuleux, éclairé par des spots LED qui révélaient la moindre facette de chaque pierre. Valérie observait Marcel travailler avec fascination. Cet homme qu'elle avait méprisé pour son apparence modeste déployait une expertise technique et artistique remarquable. Il connaissait l'histoire de chaque pièce, maîtrisait les aspects gémologiques les plus pointus et surtout, il manipulait ses bijoux avec une tendresse presque paternelle. « Marcel ?» demanda-t-elle en s'approchant du diadème Aurore qu'il était en train d'ajuster. « Puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Pourquoi avoir gardé cette apparence simple alors que vous possédez une fortune considérable ?» Marcel sourit en replaçant un diamant sous l'éclairage optimal. « Parce que cette apparence est authentique, Valérie. Je suis né dans une famille d'artisans, j'ai appris à travailler de mes mains, j'ai connu la valeur de l'argent. Changer de vêtements ne changerait pas qui je suis. Mais vous pourriez vous faciliter la vie. Me faciliter la vie comment? En obtenant plus facilement le respect des gens comme vous ?» Il la regarda avec bienveillance. « Ce respect-là, je n'en veux pas. Il ne vaut rien puisqu'il ne s'adresse pas à ma vraie personnalité. » François, qui installait les derniers éclairages, intervint dans la conversation. « Monsieur Marcel, j'avoue que votre philosophie me trouble. Dans notre métier, l'image est si importante. » L'image, oui. Mais quelle image? Celle qui impressionne ou celle qui exprime votre vérité? Marcel prit délicatement une paire de boucles d'oreilles, serties d'émeraude. Ces bijoux sont beaux parce qu'ils révèlent la beauté naturelle des pierres, pas parce qu'ils la cachent sous des artifices. « Vous comparez les personnes aux pierres précieuses ?» demanda Amélie, qui disposait les fiches descriptives. « Exactement. Chaque personne a sa beauté propre, sa valeur unique. Mais on passe tellement de temps à essayer de correspondre aux attentes des autres qu'on finit par oublier ce qu'on est vraiment. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de Clémentine. « Madame Moreau, Monsieur Arnault et ses équipes viennent d'arriver. Ils montent. » L'atmosphère changea instantanément. Toute l'équipe se mit en place, vérifiant une dernière fois chaque détail. Valérie sentit le stress l'envahir. Cette présentation était cruciale pour l'avenir de la maison. Bernard Arnault entra, accompagné de 3 personnes. Sa directrice artistique, son responsable des expositions et un expert en art ancien. Contrairement aux habitudes du milieu, les présentations furent simples et chaleureuses. « Marcel, ravi de vous revoir », déclara Bernard en serrant chaleureusement la main de son ami. « Et vous devez être Madame Moreau. Marcel m'a beaucoup parlé de vous. » Valérie ne put s'empêcher de rougir, se demandant ce que Marcel avait pu raconter de leur première rencontre. « Allons-y », continua Bernard. « Montrez-nous ces merveilles. » La présentation dura 2 heures. Marcel racontait l'histoire de chaque pièce avec une passion communicative. François apportait ses éclairages techniques. Et Valérie complétait avec ses connaissances sur l'histoire de la maison. L'équipe fonctionnait parfaitement, chacun apportant sa compétence, sans chercher à briller au détriment des autres. « Extraordinaire », murmura la directrice artistique de LVMH en examinant le collier de perles de Tahiti. « Ces pièces vont révolutionner notre compréhension de l'art joaillier du début du XXe siècle. » « Le concept de l'exposition se précise », ajouta le responsable des expositions. « Nous pourrions présenter l'évolution des codes esthétiques à travers les créations de Joséphine. Montrer comment elle a libéré la joaillerie des conventions académiques. » Bernard écoutait attentivement, mais son regard revenait sans cesse vers Marcel. « Mon cher ami, cette collection est un trésor national. Accepteriez-vous de la prêter temporairement au Musée des Arts Décoratifs après l'exposition du Grand Palais ? Bien sûr.
à condition que Valérie en reste la commissaire scientifique. Évidemment, Madame Moreau, êtes-vous prête à devenir la spécialiste mondiale de Joséphine Rousseau? Valérie sentit ses jambes flageoler. Quelques semaines plus tôt, elle manquait de perdre la transaction du siècle par stupidité. Aujourd'hui, on lui proposait de devenir une référence internationale dans son domaine. Oui, bien sûr, ce sera un honneur. Parfait, nous signerons les contrats la semaine prochaine. Quand les équipes de LVMH furent parties, Valérie se retrouva seule avec Marcel dans la salle d'exposition. Les bijoux brillaient sous les éclairages tamisés, créant une atmosphère presque magique. Marcel, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous m'avez déjà remercié en changeant, en devenant la dirigeante que Joséphine aurait aimée. Comment êtes-vous si sûr que j'ai changé? Marcel sourit et désigna discrètement la porte. Regardez. Valérie se retourna et vit Thierry en grande conversation avec un homme d'une 60aine d'années en veste de chasse et pantalon de velours côtelé. Visiblement un provincial aisé, mais sans sophistication parisienne. Thierry l'écoutait attentivement, lui montrait plusieurs alliances, prenait le temps d'expliquer les différences entre les montures. Il y a un mois, Thierry aurait expédié ce monsieur en 5 minutes vers les modèles bon marché, murmura Marcel. Aujourd'hui, il lui accorde la même attention qu'à un client fortuné. Et si ce client n'achète finalement rien? Alors il repartira avec une belle image de votre maison. Et qui sait ce qui peut arriver ensuite? 6 mois après l'exposition du Grand Palais, qui avait connu un succès retentissant avec plus de 300 000 visiteurs, la maison Cartier-Rousseau avait retrouvé une aura qu'elle avait perdue depuis des années. Les commandes affluaient, les clients internationaux se bousculaient et surtout, l'atmosphère de travail s'était complètement transformée. Valérie relisait pour la 10e fois le projet de livre qu'elle préparait sur Joséphine Rousseau quand Amélie frappa à son bureau. « Madame Moreau, excusez-moi de vous déranger, mais nous avons un client particulier. » « Particulier comment ?» Un monsieur d'un certain âge, très simplement vêtu, qui demande à voir notre plus belle création. Thierry s'en occupe, mais il souhaitait votre avis. Valérie sourit intérieurement. Il fut un temps où cette description l'aurait immédiatement mise en alerte. Aujourd'hui, elle éveillait sa curiosité. « J'arrive. » En descendant, elle découvrit Thierry en conversation animée avec un homme de 75 ans environ, portant un cardigan en laine rapiécé et un pantalon de flanelle élimé aux genoux. Ses chaussures étaient propres, mais visiblement anciennes, et ses mains trahissaient une vie de labeur. « Monsieur souhaite offrir un bijou exceptionnel à son épouse pour leur noce d'or, » expliqua Thierry. « Il m'a dit qu'il économisait depuis des années pour ce cadeau. » Valérie s'approcha et tendit la main au vieil homme. « Bonjour monsieur, Valérie Moreau, directrice de la maison. Félicitations pour vos 50 ans de mariage. C'est magnifique. » L'homme serra sa main avec émotion. « Merci madame. Ma Germaine mérite ce qu'il y a de plus beau. Elle m'a supporté pendant toutes ces années. Elle a élevé nos 4 enfants pendant que je travaillais au champ. Vous êtes agriculteur ? J'étais, retraité maintenant. J'ai vendu la ferme l'année dernière à mon fils. » Ses yeux s'illuminèrent. « C'est avec cet argent que je peux enfin offrir à ma femme le bijou dont elle rêvait depuis notre jeunesse. » Valérie sentit son cœur se serrer. Cette histoire d'amour simple et authentique la touchait profondément. « Aviez-vous une idée précise ? » Un collier de perles, comme celui de Grace Kelly dans ce film. Vous savez, avec Cary Grant. « La main au collet !» suggéra Thierry. « Exactement, Germaine adorait ce film. Elle disait toujours que Grace Kelly était la plus élégante des femmes. » Valérie réfléchit rapidement. Leur plus beau collier de perles valait entre 15 et 50 000 euros. Selon toute vraisemblance, ce budget dépassait largement les moyens de ce fermier retraité. Mais quelque chose, dans sa détermination, l'émut. « Monsieur ? » « Dubois, André Dubois. » Valérie tressaillit. Ce nom évoquait immédiatement Marcel. « Dubois ? Auriez-vous de la famille dans la région toulousaine ? » « Oui, mon neveu Marcel. Un garçon formidable qui s'y connaît en belles choses. C'est lui qui m'a conseillé de venir ici plutôt qu'ailleurs. » La coïncidence était saisissante. Valérie échangea un regard complice avec Thierry. « Dans ce cas, monsieur Dubois, nous allons prendre un soin tout particulier de votre demande. » « Monsieur ?» Ils passèrent de l'heure suivante à examiner différents modèles. André avait un goût sûr, un regard exercé qui surprenait. Il manipulait les bijoux avec respect, posait les bonnes questions sur la qualité des perles,
leur origine, leur lustre. Celui-ci, dit-il finalement, en désignant un collier de perles d'Akoya particulièrement lumineux. Il ressemble exactement à celui du film. Thierry consulta discrètement l'étiquette et pâlit légèrement. 22 000 €. Monsieur Dubois, ce collier est dans le haut de gamme de notre sélection. Combien ? 22 000 €. André ne scia pas. Il sortit de sa poche intérieure une enveloppe épaisse. « J'ai 25 000 en liquide, ça ira ?» Valérie et Thierry restèrent bouche bée. 25 000 € en billets, portés tranquillement dans un cardigan troué. « Monsieur Dubois ?» demanda Valérie. « Puis-je vous demander pourquoi en liquide ?» André sourit avec malice. « Parce que, quand on a vécu toute sa vie sans compte en banque, on fait confiance au liquide plutôt qu'au papier. Et puis, l'argent de la ferme, c'est de l'argent gagné à la sueur du front. Il mérite d'être dépensé en vraie monnaie. Mais 25 000 € dans votre poche, oh, j'ai l'habitude. Vous savez combien ça représente, une vente de récolte ou de bétail ? Et nous, les paysans, on n'a jamais eu confiance dans les banquiers avec leurs costumes et leurs manières. » Cette petite phrase résonna étrangement dans l'esprit de Valérie. Quelques mois plus tôt, elle aurait fait exactement le reproche inverse à Marcel, ne pas avoir l'allure d'un homme d'affaires sérieux. La transaction se déroula dans la bonne humeur. André Dubois repartit avec son collier soigneusement emballé dans un écrin de velours bleu nuit, plus fier qu'un roi portant sa couronne. « Madame Moreau, dit Thierry après son départ, cet homme m'a rappelé pourquoi j'aime ce métier. Voir cette joie dans ses yeux quand il imaginait sa femme porter ce collier. Moi aussi, Thierry. Et savez-vous ce qui me frappe le plus ? Non ? Il y a 6 mois, nous aurions probablement mal accueilli cet homme. Nous aurions douté de ses moyens, nous lui aurions proposé des modèles bon marché, nous aurions gâché sa joie. C'est vrai, Marcel Dubois nous a vraiment changé. Les deux Marcel Dubois, sourit Valérie. L'oncle et le neveu nous ont donné la même leçon. On ne juge jamais un livre à sa couverture. L'automne touchait à sa fin quand Marcel reçut l'invitation qui allait marquer une nouvelle étape dans l'histoire de la maison Cartier-Rousseau. Bernard Arnault organisait un dîner privé dans son hôtel particulier de l'avenue Foch pour célébrer le succès de l'exposition Joséphine et annoncer officiellement la création d'une fondation dédiée à la préservation du patrimoine joaillier français. « Tu viendras, bien sûr ?» avait demandé Bernard au téléphone. « Avec plaisir, mais puis-je amener quelqu'un ? Valérie Moreau, j'imagine ? Évidemment. Non, pas Valérie. Mon oncle André. Il aimerait beaucoup rencontrer les gens qui vont préserver l'héritage de Joséphine. » Le soir du dîner, Marcel se présenta avenue Foch, accompagné d'André, qui avait revêtu pour l'occasion son plus beau costume. Un ensemble de flanelle grise qui datait de ses noces, parfaitement entretenu, mais visiblement d'une autre époque. Ses chaussures étaient cirées, comme des miroirs, et il portait la médaille du travail accrochée à la boutonnière. « Nerveux ?» demanda Marcel en sonnant à l'interphone. « Moi, pas du tout. » André rajusta sa cravate. « J'ai vendu des vaches à des ministres, mon petit. Les bourgeois parisiens ne me font pas peur. » L'hôtel particulier d'Arnaud était somptueux, sans ostentation. Meubles d'époque, œuvres d'art contemporain, et cette atmosphère feutrée qui caractérise les vrais collectionneurs. Une vingtaine d'invités étaient là présents. Directeurs de musées, experts internationaux, journalistes spécialisés et quelques collectionneurs privés. Valérie accueillit Marcel et André avec un sourire radieux. Son livre sur Joséphine venait d'être accepté par Flammarion et sa notoriété internationale grandissait de jour en jour. « André, quel plaisir de vous revoir! Comment va Germaine ?» « Aux anges depuis qu'elle porte son collier. Elle le met même pour aller nourrir les poules, » rit André. « D'ailleurs, elle vous fait dire merci. C'est le plus beau cadeau de sa vie après ses petits-enfants. » Bernard Arnault s'approcha, intrigué par cet homme qui détenait au milieu de l'assemblée. « Bernard, je te présente André Dubois, mon oncle, » dit Marcel. « André, voici Bernard Arnault. »« Enchanté, monsieur Arnault. Marcel m'a beaucoup parlé de vous. »« Tout le plaisir est pour moi. Marcel a évoqué votre rôle dans la conservation de la mémoire familiale. »« Oh, moi j'ai surtout gardé les vieilleries au grenier. C'est Marcel qui a su voir leur valeur. » André observa les œuvres d'art qui ornèrent le salon. « Vous avez de belles choses ici. Cette nature morte là-bas, c'est du Chardin ?» Bernard haussa les sourcils, surpris. « Exactement. Vous vous y connaissez en peinture ? » « Un peu.
Quand on a passé sa vie à regarder la beauté de la nature, on apprend à reconnaître ceux qui savent la capturer. La conversation qui suivit stupéfia l'assistance. André Dubois, le fermier retraité au costume démodé, dissertait avec finesse sur l'art français, citait Diderot sur Chardin, établissait des parallèles subtils entre l'observation agricole et le regard artistique. Monsieur Dubois, intervint la directrice du musée des arts décoratifs, « Votre vision de l'art populaire m'intéresse énormément. Accepteriez-vous de témoigner pour une exposition sur l'art rural français ? Avec plaisir, mais attention, je ne sais que parler vrai, pas de joli langage pour faire savant. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Au moment du dessert, Bernard se leva pour son discours officiel. Il annonça la création de la Fondation Joséphine Rousseau, dotée de 5 millions d'euros pour la recherche et la préservation du patrimoine joaillier. Valérie en serait la directrice scientifique, Marcel, le conseiller artistique. Cette fondation, continua Bernard, s'inspirera de l'esprit même de Joséphine. L'excellence sans l'élitisme, la beauté accessible à tous ceux qui savent la reconnaître, quel que soit leur milieu d'origine. Il marqua une pause et regarda André. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'un agriculteur pouvait avoir plus de culture artistique que bien des soi-disant experts. Cette leçon d'humilité me rappelle pourquoi nous créons cette fondation. André rougit légèrement. Monsieur Arnaud, si je peux me permettre, la vraie culture, ça ne s'achète pas dans les écoles. Ça se cultive dans le cœur, jour après jour, en étant attentif au monde qui nous entoure. Un silence ému accueillit ces paroles. Marcel observait son oncle avec fierté, Valérie essuyait discrètement une larme et Bernard hochait lentement la tête. « André, dit-il finalement, accepteriez-vous de siéger au conseil d'administration de notre fondation ? Nous avons besoin de votre regard authentique. Si vous pensez que je peux être utile, mais attention, je ne sais pas dire oui par politesse. Si quelque chose me semble stupide, je le dirai. C'est exactement pour ça que nous vous voulons. » La soirée se termina dans la joie et l'émotion. En raccompagnant André à sa voiture, Marcel ne put s'empêcher de sourire. « Alors, ces bourgeois parisiens ? Finalement, ils sont comme tout le monde. Il suffit de leur parler avec le cœur pour qu'ils ouvrent le leur. » Tu as l'air surpris. « Non, mon petit, moi, ça fait 75 ans que je sais ça. Ce qui me surprend, c'est que l'est oublié. Après tant de révélations et de transformations, reste à découvrir comment cette leçon d'humilité va définitivement changer la vision que nous avons de la réussite et de la reconnaissance sociale. » Un an après cette soirée mémorable, la maison Cartier-Rousseau organisait ses premières journées du patrimoine. Pour la première fois de son histoire, les portes de la prestigieuse joaillerie s'ouvraient gratuitement au grand public. L'événement était l'aboutissement de la transformation profonde qu'avait connue l'entreprise depuis la rencontre avec Marcel. Valérie observait depuis son bureau la longue file d'attente qui s'était formée place Vendôme dès 7 heures du matin. Famille modeste, étudiant en histoire de l'art, passionné de bijoux, curieux de tous âges. Une France populaire découvrait enfin ce temple du luxe qui leur avait toujours semblé inaccessible. « Madame Moreau », annonça Amélie en frappant à la porte. « Monsieur Marcel et son oncle sont arrivés. Et il y a aussi une surprise. » En descendant, Valérie découvrit Marcel accompagné d'André et d'une femme d'une 60aine d'années, élégante dans sa simplicité, qui portait le fameux collier de perles d'Akoya. « Valérie, je vous présente ma tante Germaine, » dit Marcel. Elle tenait absolument à venir voir la maison qui a rendu son mari si heureux. « Madame Dubois, quel plaisir !» Valérie serra chaleureusement la main de Germaine. « Votre collier vous va à ravir. »« Oh merci, vous savez, je n'ai jamais eu de si beaux bijoux de ma vie. André m'a raconté comment vous l'avez accueilli ici. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'il existe encore des commerçants qui respectent leurs clients. C'est nous qui avons appris de votre mari, madame. » L'affluence était considérable. Thierry et son équipe, renforcés pour l'occasion, guidaient les visiteurs avec passion et pédagogie. Plus de mépris, plus de jugement hâtif. Chaque question était accueillie avec respect, chaque curiosité encouragée. François avait installé un microscope pour permettre aux visiteurs d'observer la taille des diamants. André, revêtu d'un badge « Conseil d'administration Fondation Joséphine Rousseau », expliquait avec ces mots simples l'histoire des bijoux exposés. « Ce diadème-là, racontait-il à un groupe d'adolescents fascines, il a été porté par une dame qui voulait que la beauté soit pour tout le monde, pas seulement pour les riches. Elle disait que si on savait regarder,
On pouvait voir du beau partout. Dans un coucher de soleil, dans le sourire d'un enfant, dans une pierre qu'on ramasse au bord de la route. Une petite fille leva la main. « Monsieur, vous étiez riche quand vous étiez jeune ?» André sourit. « Non, ma petite, mes parents n'avaient pas un sou. Mais ils m'ont appris quelque chose de plus précieux que l'argent. Ils m'ont appris à voir la richesse qui ne se compte pas en euros. » C'est quoi, cette richesse ? L'amour de ta famille, la beauté de la nature, la satisfaction du travail bien fait et surtout, il se pencha vers elle. La capacité de reconnaître la valeur des gens sans regarder leurs vêtements ou leur porte-monnaie. Pendant ce temps, Marcel circulait discrètement parmi les visiteurs, observant les réactions, écoutant les commentaires. Dans un coin du salon, il aperçut une scène qui le fit sourire. Une dame âgée en manteau élimé expliquait à son petit-fils les différences entre perles de culture et perles fines avec une précision qui impressionnait François lui-même. « Madame semble très bien informée, » dit l'expert en s'approchant. « Oh, j'ai été dame de compagnie chez une grande bourgeoise parisienne pendant 40 ans, » répondit la femme. « J'ai appris à reconnaître les belles choses en l'aidant à s'habiller tous les jours. Mais je n'avais jamais osé entrer dans ce genre de boutique. Et maintenant, je me dis que la beauté, ça appartient à tous ceux qui savent la regarder. » En fin d'après-midi, quand les derniers visiteurs repartirent, l'équipe de Cartier-Rousseau se réunit autour d'un pot de clôture improvisé. L'ambiance était à la fois fatiguée et euphorique. Plus de 1000 personnes avaient visité la maison, les commentaires étaient enthousiastes et plusieurs médias avaient relaté l'événement. « Vous savez ce qui me frappe le plus ?» dit Valérie en levant son verre de champagne. « C'est que nous venons de vivre la plus belle journée de l'histoire de cette maison. Pas la plus profitable, mais la plus authentique. » « Comment ça ?» demanda Amélie. « Pendant 150 ans, nous avons servi une clientèle privilégiée en excluant tous les autres. Aujourd'hui, nous avons retrouvé l'esprit de Joséphine, partagé la beauté avec tous ceux qui savent l'apprécier. » Marcel prit la parole. « Il y a 15 mois, quand je suis entré ici pour la première fois, j'ai été mal accueilli parce que mon apparence ne correspondait pas aux codes attendus. Aujourd'hui, cette même maison ouvre ses portes à tout le monde. C'est une belle leçon d'évolution. » « Grâce à vous, Marcel, » répondit Valérie. « Vous nous avez appris que le respect ne se mérite pas par l'apparence, mais par l'humanité. » André, qui sirotait tranquillement son champagne, intervint avec malice. « Si je peux me permettre, vous n'avez rien appris du tout. » Un silence surpris accueillit cette déclaration. « Vous avez juste arrêté d'oublier ce que vous saviez déjà. Au fond de vous, vous savez tous que l'habit ne fait pas le moine. Mais la société vous avait convaincu de l'oublier. »« C'est juste, » admit François. « Nous avons retrouvé notre bon sens plutôt qu'appris quelque chose de nouveau. » Exactement. Et c'est ça, la vraie richesse, garder son bon sens malgré les pressions du monde. Germaine, qui était restée silencieuse, ajouta doucement « Ce qui compte, c'est que vous ayez su reconnaître vos erreurs et changer. Tout le monde n'en est pas capable. » Le soleil se couchait sur la place Vendôme, dorant les façades des immeubles historiques. Marcel regardait par la fenêtre cette scène éternelle de Paris, pensant au chemin parcouru depuis ce jour où il avait poussé la porte de cette joaillerie. « Une dernière chose, » dit-il en se tournant vers l'Assemblée. « Cette histoire ne finit pas ce soir. Elle continue chaque fois que vous accueillez un nouveau client, chaque fois que vous regardez au-delà des apparences, chaque fois que vous choisissez l'humanité plutôt que les préjugés. C'est un engagement que nous prenons tous, » déclara solennellement Valérie. « Alors trinquons à ça, » proposa André en levant son verre. « À l'art de voir la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. » Dehors, la vie parisienne reprenait son cours habituel. Mais dans cette joaillerie de la place Vendôme, quelque chose avait définitivement changé. Une leçon d'humanité avait transformé un temple du luxe en un lieu d'accueil et de respect mutuel. Car au final, la vraie élégance ne se porte pas, elle se vit. Et la vraie richesse ne se compte pas, elle se partage. Parfois, il suffit d'un homme simple pour rappeler à tout un monde que derrière chaque apparence se cache une histoire qui mérite d'être écoutée. Si cette leçon vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres préjugés, alors abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui révèlent la grandeur cachée de l'âme humaine. Car la plus belle des richesses, c'est celle qui nous unit dans notre humanité partagée.